je reviens sur la présentation. Donc, je résume la petite présentation que j'avais faite. Pour ceux qui tombent ici pour la première fois, bienvenue. Dans cette série de vidéos, on va discuter les marchés américains. On va parler, je vais faire un défi des 14 jours d'investissement sur les marchés américains. Vous avez les liens dans la description de la vidéo pour recevoir les notifications des liens, les sociétés choisies, les e-books d'investissement, tout dans la description de la vidéo. C'est moi aussi, à la fin de mois, j'ouvre des places pour la formation personnalisée Insider. Donc, si vous voulez faire partie, il y a les liens de préinscription. J'ouvre des places quelques fois par an, donc ce n'est pas achetable tous les temps et les places sont limitées. Donc, vous pouvez faire l'inscription, préinscription maintenant pour recevoir les informations. Les sujets d'aujourd'hui, c'est qu'investir en bourse. Quels sont les biais qu'on tombe? Il y a des gens qui essayent de deviner les timings de marché. Il y a des gens qui essayent de vendre tous les actifs pendant les pertes, pendant les baisses de marché pour essayer les timings parfaits de rentrer dans la bourse à nouveau. On va voir pourquoi tout ça, ça ne marche pas. OK? Bonsoir tout le monde. Avant, j'avais dit bonsoir à tout le monde, mais le son, c'était horrible apparemment. Donc, bonsoir à tout le monde qui est là, Tony, Dominique, Anthony, Jimmy, Elliot, qui d'autre est là, Taina, Lionel, Jean-Marc, Mika, Tony, Franck, Sophie. Bonsoir tout le monde. Allez, on va attaquer les sujets. Bon, c'est les temps, ce n'est pas les timings qui importent pour vos gains. Donc, je vais commencer avec une expérience sur les marchés américains. Ensuite, je vais vous donner les liens, comme ça vous pouvez lire par vous-même. C'est un lien en anglais, donc j'ai résumé ici pour vous. Et c'est une des principales études. Et cette étude, elle a été faite entre 1999 et 2019. Donc, 20 ans de période d'investissement, donc jusqu'à la fin 2018, donc au 1er janvier 2019. Donc, ce qui a été fait, c'est la chose suivante. Pendant 20 ans, un investisseur va investir 10 000 dollars. L'investisseur A, qui c'est les chanceux, on va dire qu'il va investir 10 000 dollars à la meilleure journée de l'année, donc au point plus bas de l'année sur l'S&P 500, sur l'indice américain. Il va placer 10 000 dollars pendant 20 ans. Évidemment que c'est un cas théorique, parce que c'est impossible de savoir la journée en avance, savoir la journée avec les points plus bas. Mais l'étude a été faite de la façon suivante. Entre 1999 à 2018-2019, on a choisi les points plus bas de chaque année pour placer 10 000 euros. Et on appelait l'investisseur B des malchanceux. C'est lui qu'on va investir, on va placer 10 000 dollars à la pire journée de l'année, donc ça veut dire au point plus haut, pas les plus bas comme c'est écrit ici, pendant 20 ans. Donc on a des investisseurs. Un, qu'on va investir 10 000 dollars à la meilleure journée de l'année, et l'investisseur B, c'est lui qui va investir sur la pire journée de l'année. Et on va comparer les résultats. Cette étude a été faite par Capital Group, donc Time, not timing, is what matters. Donc ça veut dire que c'est les temps et pas les timings qui importent dans la bourse. Il a les données de 1999 à 2019, mais comme les données des indices sont publiques, vous pouvez faire les calculs même pour vous-même sur des autres périodes et vous allez arriver à la même conclusion. Il y a une deuxième étude ici, les deuxièmes sources que je vais partager avec vous dans les groupes WhatsApp, dans les groupes Telegram après ces lives-là. Ça marche? Bon, c'est les temps, pas les timings qui importent. Donc, c'est qu'on a trouvé comme réponse, comme résultat de ces tests. Donc, sur l'expérience des 20 ans, la rentabilité de l'investisseur chanceux, c'est lui qui a mis 10 000 euros une fois par an à la meilleure journée, ça veut dire au point plus bas de l'indice S&P 500 de l'année. Il a transformé 200 000 euros. Pourquoi 200 000 euros? Parce qu'il a mis 10 000 euros pendant 20 ans. Donc, ça donne 200 000 euros. À la fin, il a réussi à avoir 546 000 euros. Donc, il a fait une rentabilité annualisée. Donc, par an, il a fait en moyenne 9,16%. L'investisseur malchanceux, il a fait une rentabilité de 6,91%. Donc, les 200 000 euros est devenu 415 000 euros. C'est pas mal aussi. Il ne faut pas oublier que cette période des 20 ans, entre 1999 et 2018, il y avait la crise de la bulle de l'Internet de 2001, la crise de 2008 des subprimes des États-Unis, et il y a la crise de l'Europe à cause de la Grèce entre 2011 et 2013. Ça marche? Donc, quand même, c'est une période avec des grosses crises. Et on voit que l'investisseur qui, s'il pouvait deviner les meilleurs timings, il a fait 9,16. Et évidemment, on considère ici un achat sur l'S&P 500. On ne parle pas d'un portefeuille, on parle d'un indice, quelqu'un qui investit sur un ETF. Et les pires investisseurs, c'est lui qui est malchanceux, qui achetait toujours au pire moment de chaque année. Il a fait une rentabilité de 6,91. Quelle est la conclusion? La personne la plus chanceuse du monde,
en investissant sur l'S&P 500, sur les marchés américains, a fait une rentabilité de 2,25% par an, des plus que l'investisseur les plus malchanceux. De ça, on apprend une chose, que c'est impossible de tomber dans les pires des cas et dans les meilleurs des cas. Parce qu'ici, quelle est la possibilité, pendant 20 ans d'affilée, d'acheter dans les meilleurs timings? C'est presque impossible. Quelle est la possibilité d'acheter une fois par an et tomber dans les pires scénarios possibles? C'est presque impossible mathématiquement. Ça veut dire que l'investisseur moyen, il a fait une rentabilité entre 6,91 et 9,16. Donc, ce n'est pas une différence énorme. OK? Vous voyez que donc essayer de timer les marchés, acheter dans les premiers jours du mois, au 15e jour du mois, dernier jour du mois, acheter qu'en décembre, acheter qu'en janvier, ça ne sert à rien. Parce que si vous ne pouvez pas deviner les futurs, vous allez tomber toujours dans la moyenne du marché avec les achats réguliers. Et c'est ça qu'on doit faire des achats réguliers. Quelqu'un qui avait acheté dans un seul coup, par exemple en 99, peut-être qu'il n'allait pas avoir une bonne rentabilité parce que jusqu'en 2001, en 2001 déjà, 2 ans d'après, même à la moitié des années 2000, la bourse a commencé à baisser. Donc c'est pour ça qu'on va diluer, qu'on va faire des achats réguliers qu'on appelle des DCA, les achats réguliers. Est-ce que vous avez bien compris le contexte du coup? Un investisseur malchanceux et un chanceux qui investissaient sur les marchés américains, ils ont fait plutôt la même rentabilité. Donc, deviner les meilleurs jours, les meilleurs mois pour investir, c'est une connerie. Vous devez investir les maximums possibles d'argent que vous n'allez pas avoir besoin dans les 10 prochaines années. Okay? Et le plus tôt possible en faisant des achats réguliers. Okay? Ça, c'est la conclusion de cette partie ici. Ça marche? Est-ce que vous avez bien compris? Est-ce que quelqu'un là a des doutes par rapport à ça? Une question que j'ai vue ici, je vais répondre plutôt vos questions à la fin du live, mais celle-là, je vais répondre maintenant. Lorsqu'on possède un portefeuille crypto, est-ce qu'il est utile d'acheter des actions dans les secteurs de technologie ou est mieux de privilégier d'autres secteurs au détriment des technologies? Je préfère diminuer un peu le poids de la technologie parce que quand même, on sait que les crypto-monnaies sont très attachées à l'Internet et à la technologie. Donc moi, par exemple, si j'ai 5% de crypto dans mon portefeuille et les tech peser 30%, je diminue plutôt les techs avant 5%. C'est ça que j'ai fait. Il n'y a pas une règle, ce n'est pas la chose correcte, ni la chose erronée à faire, c'est juste un choix. Moi, je préfère faire ces choix-là. OK? C'est clair pour tout le monde? Par rapport, très bonne question, Mamadou. Chaque mois, c'est mieux que chaque semaine, quand même. Si tu fais l'étude par rapport à 20 ans, 15 ans, ça va donner aucune différence. La différence va donner 0,10, 0,20. Donc, les études montrent que sur des périodes de 20 ans, même si tu fais des achats tous les 3 mois, tu vas avoir plutôt la même rentabilité. Donc, un achat une fois par semaine, un achat mensuel, un achat tous les 2 mois ou tous les 3 mois, ça donne plutôt la même chose. Par contre, au-delà des 3 mois, acheter 2 fois par an ou 3 fois par an, ça peut donner un résultat un peu différent. OK? Bon, une autre expérience avec un horizon d'un an. Donc, restez attentif ici avec moi. Quelqu'un décide d'investir avec un horizon d'investissement d'un an sur l'S&P 500. Quelle est la probabilité d'être gagnant? Évidemment, vous savez, il y a certaines années que la bourse va être positive, la majorité du temps, parce que les marchés les haussent naturellement, parce que les sociétés qui font faillite, elles vont sortir de la bourse. Dans la majorité des cas, on va rester avec des bonnes sociétés. Dans la majorité des cas, ça ne veut pas dire que toutes les sociétés sont bonnes, mais à la majorité. Et certaines années, la bourse elle est négative. Donc, au hasard, par exemple, un investisseur des années 80, un investisseur des années 71, un investisseur de 2011, quelle est la probabilité d'investir pendant seulement un an en bourse et être gagnant? Cette étude a été faite entre 1927 et 2018 et la bourse elle a eu 66 années positives et 25 années négatives. Ça donne 73% des probabilités de réussite pour quelqu'un qui achète l'S&P 500 ou un indice classique et 27% des pertes pour quelqu'un qui investit avec un horizon de 1 an. Quelqu'un qui investit le 1er janvier et au 1er décembre, il va prendre cet argent-là. OK? OK, mais on sait que tout le monde ici, ou la majorité savent très bien que déjà les noms de cette chaîne, c'est Club des valeurs, investir à long terme. Ici, donc, je préconise l'investissement de long terme. Qu'est-ce qui se passe si on augmente un peu la période d'investissement? À la place de rester dans la bourse un an, qu'est-ce qui se passe si on
on va augmenter cette période d'investissement à 3 ans. Donc, quelqu'un décide d'investir sur un horizon de 3 ans sur l'SP500. Quelle est la probabilité d'être gagnant? Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé en 1927, ils ont analysé toujours les périodes de 3 ans. Donc, quelqu'un qui a commencé en 27 et a arrêté d'investir en 1930. Quelqu'un qui a commencé en 28 et a terminé d'investir en 31. Quelqu'un qui a commencé en 29 a terminé d'investir en 32. Quelqu'un qui a commencé à investir jusqu'à arriver 2015-2018. OK? Ils ont remarqué que 74% des périodes des 3 ans avaient une rentabilité négative. Donc, quelqu'un qui a commencé à investir et a attendu 3 ans, dans 74 périodes, a eu des résultats positifs. Par contre, il y a eu aussi 15 périodes des 3 ans avec rentabilité négative. Donc, ça donne déjà 83% des probabilités d'être gagnant en achetant un indice de marché contre 17% des possibilités d'être perdant si vous achetez seulement un ETF américain et vous laissez pendant 3 ans. Donc, vous voyez que ça monte déjà, par rapport à un an, on avait 73% des probabilités d'être gagnant, on monte à 83 déjà. OK? On va continuer à augmenter, on va passer à 5 ans maintenant. Sur 5 ans d'horizon d'investissement, on tombe déjà sur 87% des probabilités d'être gagnant. Donc, ils ont fait la même chose, cette étude. Elle a commencé en 27 et ils ont pris des périodes de 5 ans. Des 27 à 32, des 28 à 33, des 29 à 34, jusqu'à arriver à 2018. Ils ont trouvé 76 périodes de 5 ans avec rentabilité positive. Ils ont trouvé 11 périodes de 5 ans avec rentabilité négative. Donc, à nouveau, on a augmenté un petit peu la période d'investissement, on a augmenté un petit peu la possibilité d'être gagnant en achetant un indice connu de marché comme l'SP500. Qu'est-ce qui se passe avec 10 ans de période d'investissement, mes amis? Ils ont trouvé 94% des périodes gagnantes. Donc, ils ont fait la même étude en utilisant des périodes de 10 ans, des 27 à 37, des 28 à 38, etc., jusqu'à arriver à 2018. Il y a eu 77 périodes de 10 ans avec rentabilité positive. Il a eu 5 périodes de 10 ans avec rentabilité négative. Par exemple, quelqu'un qui a commencé à investir en 28 et a terminé l'investissement en 38. Peut-être c'était une période négative à cause du crash des 29 et des autres crises qui ont arrivé dans les années 30. Donc, quand même, dans cette période, on a eu 77 périodes positives en considérant la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, la grippe espagnole, la fin de l'étalon or, donc l'égalité du dollar et de l'or, avec la crise des tigres asiatiques, avec la crise de l'euro au début pour créer l'euro, avec la crise de la bulle de l'Internet, avec la crise de subprime, avec la crise de la Grèce. Donc, tout ça en considérant quand même 94% du temps, un investisseur qui a 10 ans de période d'investissement, il reste positif. Si on augmente cette période déjà à 12 ans ou à 12 ans, si je ne me trompe pas, c'est 12 ou 13 ans, donc je vais dire 13 pour être plus sûr, cette probabilité monte déjà à 18% sur les marchés américains et sur les marchés mondiaux, sur les marchés américains, sur les marchés mondiaux, sur les marchés européens et des autres pays émergents, cette probabilité montre déjà à 99% des cas sur des périodes, sur une étude d'un siècle comme on vient de faire ici. Est-ce que vous avez bien compris cet exemple de coût? Est-ce que vous avez bien compris ce concept d'augmenter la période d'investissement et augmenter la probabilité d'être gagnant? Et pourquoi ça arrive? La question principale maintenant, c'est, moi j'ai posé cette question, pourquoi on augmente la période et on a la tendance d'être plus gagnant? Qu'est-ce que vous pensez? Avant de donner ma réponse, je vais savoir ce que vous pensez. Je vais lire la réponse la plus correcte ou la plus solide, que je suis d'accord. Pourquoi ça arrive? L'effet d'augmenter les temps augmente la probabilité d'être gagnant. Les marchés montent toujours, Mika a répondu. L'étude, c'est dividende réinvesti. Non, Cyril, c'est sans dividende réinvesti.
Donc, avec les dividendes réinvestis, ça allait augmenter la probabilité des gains aussi. Donc, les 94 seraient encore plus grands. OK? On ne considère pas les dividendes ici. Surtout que dans cette période d'un siècle, il y a eu des périodes où des sociétés versaient beaucoup de dividendes, des autres périodes qu'elles ne versaient pas de dividendes, comme pendant les guerres. Donc, c'est mieux même de considérer ça les dividendes. OK? On va considérer que les dividendes ici payent l'inflation qu'on a eue dans la période. Les intérêts composés, moins des risques, la 8e merveille du monde, avec les DCA, ça doit augmenter les pourcentages, c'est sûr. Il n'y a jamais des crises qui peuvent durer pendant 10 ans. Là, c'est une réponse, c'est pas la réponse, c'est pas la seule réponse, mais c'est une chose c'est une bonne remarque. Si vous investissez avec une période de 10 ans, vous allez étudier les autres crises qu'on a déjà eues dans le monde, vous allez voir qu'il n'y a pas de crises qui durent très longtemps. Et donc, dans une période de 10 ans, on peut même avoir des crises au milieu, qu'on arrive à sortir des probabilités, des résultats positifs. Avec une période, avec un horizon d'investissement d'une année, peut-être c'est juste l'année, on va tomber pile poil à l'année de la crise, donc on ne va pas avoir du temps de récupérer. Par contre, si on passe 10 ans sur la bourse, on va investir sur des sociétés, sur un indice comme l'S&P 500 diversifié, avec des bonnes sociétés, et donc qui permet de gagner sur le long terme. Si les sociétés ne vont pas bien pendant la crise, on donne du temps pour qu'elles puissent se récupérer. Et pendant les crises, on va quitter les sociétés perdantes qui vont faire faillite, on va rester qu'avec des bonnes sociétés. Et comme beaucoup parmi vous ont écrit ici, les marchés sont aussi à long terme. Justement, grâce à ça que je viens d'expliquer. Parce que les sociétés qui sont bonnes vont continuer toujours là, les sociétés qui sont mauvaises vont quitter la bourse et toujours vont être remplacées par de nouvelles sociétés qui peuvent être gagnantes aussi. Donc, c'est intrinsèque, les gars. OK? Donc, on a plus des cycles de hausse que des cycles de baisse dans les marchés. Et ça, c'est naturel. Il y a des gens qui posent la question, par exemple, on sait que les ressources dans le monde, bon, tout c'est limité. Les matières premières sont limitées. On n'a pas une surface qui va jusqu'à l'infini. Donc, on a une limitation des terrains, etc. L'eau, bref. Mais il y a des gens qui oublient, par exemple, que l'Internet, elle n'a pas eu besoin, par exemple, d'utiliser encore plus de matières premières. Les pouvoirs d'échelle, par exemple, maintenant, je parle avec plus d'une centaine de personnes. Chacun est chez soi. Et avec ça, que c'est un nouveau domaine d'activité, quelque chose qui n'existait pas dans les débuts des années 1900, 1950. Avec un domaine d'activité nouveau, on voit que les top 10 des sociétés de S&P 500 sont du domaine de l'Internet ou de la technologie. Donc, on arrive à créer des services et produits qui ne sont pas forcément liés aux matières premières. Et de plus, on peut juste avoir des sociétés qui vont aider les autres sociétés à améliorer les marges, à utiliser mieux les ressources, etc. C'est les principes, par exemple, des sociétés d'ingénierie comme Alten, comme AK, comme Capgemini. En fait, ils vont aider les autres sociétés à être plus efficaces. Donc ça, c'est un moyen de gagner de l'argent aussi. Donc on n'a pas besoin de créer forcément des choses pour améliorer la situation. OK? Ici, c'est le temps que les sociétés, combien de sociétés ont fait 100 fois dans la bourse séparées par période. Donc, dans une étude, si on va voir toutes les sociétés qui ont fait x100 dans la bourse, donc des sociétés qui valaient par exemple 1 milliard, elles sont allées jusqu'à 100 milliards. Okay? Combien de temps elles ont mis pour faire ça? 60 sociétés ont mis entre 1 et 15 ans. Donc la majorité va rester ici en 10 ans. Okay? 60 sociétés plutôt à 10, entre 10 et 15 ans. On a 180 sociétés qui ont fait x100 dans la bourse, mais elles ont dépensé entre 16 et 30 ans. Donc vous voyez que ce n'est pas facile, ce n'est pas de l'argent gagné d'un jour sur l'autre. On parle ici des 3 décennies pour faire x100 dans la bourse. Évidemment que x10, ça va aller plus rapide, mais x100, on étudie les extrêmes ici, vraiment les sociétés les plus gagnantes de l'histoire. On voit qu'il y a quand même un peu plus d'une centaine de sociétés qui ont fait x100 dans la bourse entre 31 et 45 ans, et moins de 20 sociétés qui ont fait x100 entre 46 et 60 ans. Avec les deux études qu'on a vues aujourd'hui, que l'investisseur chanceux et malchanceux, ils ont plutôt la même probabilité de gains sur un indice, qui en fait les temps qu'on doit rester dans la bourse doit être les plus élevés possible pour sortir au positif et gagnant, et avec la probabilité de trouver une société qui fait x100 dans la bourse, combien de temps on doit rester avec elle,
tout nous ramène à la même conclusion. On ne doit pas sortir du marché, on doit être tout les temps investi, les maximums des temps possibles, avec des bons actifs, et on ne doit pas être pressé. Vous savez très bien que l'argent ne tombe pas du ciel. Okay? Donc l'argent qu'on va gagner comme partenaire de belles sociétés, c'est un argent qui va venir avec à chaque trimestre des nouveaux gains, des augmentations des recettes, augmentation des marges, des nouveaux produits, des nouveaux services, où on va commencer à investir sur une société disruptive qui va commencer à faire beaucoup d'argent. Tout ça, ça va mettre du temps. Et la majorité des gens disent « Ouais, mais 20 ans c'est beaucoup, 30 ans c'est beaucoup », mais le temps va passer pour tout le monde de la même façon. C'est mieux de commencer maintenant que d'ici 20 ans ou 30 ans regretter de ne pas avoir fait. OK? Ici, c'est une étude très curieuse, super cool, et ça fonctionne sur plusieurs périodes d'investissement de marché. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Un investisseur, il a mis 1000 € sur l'S&P 500, 1000 $ sur l'S&P 500, le 1er janvier 2009. Il a pris cet argent un 31 décembre 2018. OK? Donc, il a mis 1000 $ sur l'S&P 500. S'il n'a pas touché du premier jour au dernier jour, il a terminé avec 2775 $. En imaginant maintenant que c'est investisseur, maintenant on part sur le deuxième barre bleue, ok, des 1722. En imaginant un investisseur qu'il avait perdu pendant certaines périodes, donc il est sorti de la bourse, ok, et donc, il a quitté, il a vendu ses 1000 €, son investissement, et il a attendu peut-être les bons moments de réinvestir, etc. Un investisseur qui a raté les 10 meilleurs jours des bourses, ça veut dire les journées où la bourse monte 4%, 6%, 3%, en ratant les 10 meilleurs jours, il a fait 1722 $, beaucoup moins que les premiers investisseurs, une rentabilité beaucoup plus petite que les premiers investisseurs. Et maintenant, quelqu'un parmi vous peut poser la question suivante. Mais comment il est possible de parmi 10 ans d'investissement presque là, rater juste 10 jours de hausse et avoir une rentabilité beaucoup plus petite? Je vous explique. En imaginant que cette personne qui a mis l'argent le 1er janvier et l'argent il est là-bas, ok? En 2016, en imaginant qu'elle avait déjà 1600 €. L'effet de ne pas profiter d'une journée qui va monter 5%, 10%, ça pourrait remporter une rentabilité beaucoup plus élevée. Parce qu'en fait, il avait déjà 1600. S'il gagne 10% dans une journée, il va aller à 1760. Donc, plus de temps vous restez dans la bourse et des pourcentages élevés que vous faites dans une seule journée, plus votre rentabilité globale va augmenter. Donc, rater les 10 meilleurs jours, peut-être un jour en 2011, un autre jour en 2014, un autre jour en 2015, un autre jour en 2016. Tout ça va peser énormément sur les longs termes. Donc, vous avez ensuite quelqu'un qui a perdu les 20 meilleurs jours, a fait 1228 $. Quelqu'un qui a raté les 30 meilleurs jours a terminé avec moins d'argent qu'il avait mis au début. Et quelqu'un qui a raté les 40 meilleurs jours a seulement 712 €. Il faut considérer aussi que quelqu'un qui sort de la bourse sans une vraie raison, et pour moi, il n'y a jamais une vraie raison, sinon la fin de l'horizon d'investissement, en train de faire une bêtise comme on vient de voir, plus de temps vous restez investi, c'est mieux pour votre portefeuille. Okay? Et surtout que dans ces cas ici, la personne, on ne considère même pas qu'elle avait une réserve d'opportunité. Donc, si elle avait une réserve d'opportunité, c'est un peu d'argent qui reste dehors de la bourse, qui ne va pas rentabiliser, mais c'est justement dans les pires moments du marché qu'on va renforcer pour profiter de la hausse. Et comme j'avais déjà dit, l'effet d'avoir la réserve et ne pas avoir de la réserve va avoir plutôt la même rentabilité sur le long terme, mais les pouvoirs psychologiques, mentaux de ne pas avoir de l'argent pour investir au moment opportun, ça pèse énormément sur la partie émotionnelle. Il y a un autre facteur que j'ajoute et les études ne considèrent pas, que c'est l'effet que chaque crise, il y a une raison différente. Donc, par exemple, en 2008, c'était les marchés immobiliers qui étaient touchés d'abord. Donc, ça serait beaucoup mieux de placer cette réserve sur un domaine d'activité qui n'est pas lié au immobilier, par exemple. Et donc, on arrive à profiter beaucoup plus de la hausse que simplement en achetant tout un indice complet ou simplement tous les secteurs de marché. Donc, là, ces facteurs-là à considérer aussi. Okay? Et le dernier slide, pour parler que les temps, c'est plus important, ce n'est pas les timings. Okay? Ici, il considère par exemple 10 000 $ investis en 2006.
En 2007-2008, on a eu la bulle de l'Internet. Donc, c'est décrit ici. Donc, c'est les downturns, donc la baisse. Les deuxièmes carrés verts ici, vous avez la crise du crédit aux États-Unis en 2011. Vous avez en 2016 que les marchés baissaient de 5% sans raison, juste à cause d'une réunion par rapport au Brexit. Vous avez qu'en 2018, les marchés ont perdu plus de 10% à cause de la dispute entre la Chine et les États-Unis. Okay? Vous avez aussi donc que cette personne qui a mis 10 000 $ en 2006, quand même, le 31 décembre de 2021, en passant par la crise du Covid de 2020, la personne l'a terminé avec 45 000 $. Donc, elle a fait plus de 4 fois l'investissement elle a fait 4 fois plus que l'investissement qu'elle a mis au début, même en passant par la crise de 2008, en passant par la pandémie, en passant par beaucoup de conflits. Donc, il faut faire une seule conclusion, c'est vous devez rester dans la bourse les maximums de temps possible que vous pouvez. Et vous devez essayer de deviner les minimums possibles, les timings de marché. Surtout si vous investissez sur un ETF, faites du DCA à chaque mois et c'est ça que vous allez gagner. Vous allez gagner la rentabilité moyenne du marché. Okay? Si vous avez par contre un portefeuille 100% actions, avec les actions, quand même, deviner les timings, c'est très difficile. Mais il y a des critères qu'on utilise pour investir mieux au moment d'acheter. Par exemple, comme j'ai fait des achats que je vous ai montré dans les lives d'hier, j'ai considéré le management des sociétés, j'ai considéré les ratios fondamentaux. Ça veut dire une santé financière, des ratios de valorisation pas super élevés, ou des ratios qui sont justes, des marges élevées, marges nettes élevées, marges d'exploitation. Donc, on considère les contextes et on achète. Peut-être les jours qu'on va acheter, elle va baisser. Peut-être la semaine qu'on va acheter, elle va baisser. Peut-être pendant les mois suivants qu'on a fait l'achat, ça va baisser. Mais si vous avez acheté quelque chose de solide, à long terme, ça a une probabilité beaucoup plus grande d'être gagnante. Donc, peut-être une société va rester négative pendant un mois, mais sur 6 mois, sur 1 an, sur 2 ans, elle va être carrément positive. Okay? Donc, c'est pour ça qu'on ne doit pas prendre des décisions ou arriver à certaines conclusions si c'était un bon investissement ou pas avant une période de 3 mois. Pourquoi 3 mois? Parce que tous les 3 mois, les sociétés vont sortir les résultats d'investissement. Donc, tous les 3 mois, on a un résultat financier qui va sortir avec les rapports financiers, les bilans, les comptes des résultats, les tableaux des trésoreries. Donc, tout ce qui se passe avant les 3 mois, c'est de la spéculation, ce n'est pas de l'investissement. OK? Je vais remonter mon écran ici, mais avant, juste pour vous montrer qu'on a déjà discuté pourquoi investir aux États-Unis. On a déjà parlé des sociétés qui se multiplient par 10 et par 100 dans la bourse et comment les trouver. Sur les 3e live, combien d'actions pour chaque stratégie. Donc, on a parlé de la diversification géographique, sectorielle, monétaire et par classe d'actifs. Aujourd'hui, on a parlé de timing dans la bourse, surtout pour ceux qui investissent sur des ETF. Deviner les timings, ça ne sert à rien. Pour ceux qui investissent sur les actions 100%, c'est les ratios fondamentaux qui vont vous donner en fait la clé pour commencer un investissement sur une société. Et donc, il ne faut pas la peine d'attendre une semaine ou 10 jours pour investir sur une société qui vous est intéressée. Okay? Et dans les lives prochains, on verra comment investir aux États-Unis. Donc, on va discuter. On va parler des DEGIRO, Trade Republic, Boursorama, Bourse Direct et pourquoi je recommande plutôt DEGIRO et Trade Republic. J'ai vu un commentaire hier sur les lives, quelqu'un a posé une question parce que moi j'investis avec les courtiers Avenue que j'ai expliqué, que j'utilise Avenue parce que je peux transformer euros en dollars, devise brésilienne en dollars. Et pour moi, déclarer les impôts pour la France et pour le Brésil, c'est plus facile. Mais moi, j'ai des comptes DEGIRO. Moi, j'ai des comptes Bourse Direct, par exemple. Et je recommande DEGIRO et Trade Republic pour tout le monde qui reste avec la majorité d'argent en euros. Ce sont les meilleurs courtiers. Okay? Donc, voilà. Je vais passer sur mon écran pour répondre à vos questions. On vise les 50 likes. Ah, je ne crois pas que vous êtes une centaine ici en train de voir une présentation qui a mis 2 heures pour être faite et vous n'avez pas liké la vidéo. Ce n'est pas possible que vous n'ayez pas liké la vidéo.
Allez, j'attends votre like et surtout, j'attends que vous puissiez partager avec vos amis, avec votre famille. Ça aide beaucoup à YouTube, l'algorithme, il comprend en fait que les sujets sont intéressants et en fait, il va indiquer encore pour des autres personnes sur la plateforme. Donc, c'est intéressant. Si chacun ici peut partager cette vidéo, ces liens avec 3 personnes, vous imaginez que ça va arriver déjà à 300 personnes qui peuvent être intéressées, peuvent commencer à investir et peuvent changer leur vie financière. OK? Je vais voir vos commentaires avant. Nelly, est-ce que l'ETF VWC est mieux que les shares MSCI Europe? C'était en train de comparer des ETF européens sur le marché européen. J'aime bien les MSCI Europe Momentum et les stocks 600. Pour moi, ce sont les plus complets, les plus performants, les plus avec une répartition sectorielle bien faite. Donc, ce sont mes préférés. Les stocks 50 aussi, c'est intéressant, mais elle est plus concentrée sur 50 sociétés. Donc, les principales vont peser beaucoup dedans, mais ce sont mes ETF préférés sur l'Europe. OK? Si vous avez des questions, je vais répondre à 2 ou 3 questions maintenant. Donc, profitez les moments. Surtout pas par les sujets de la vidéo, pas par les timings, ou sinon pas par la diversification qui était les sujets d'hier. Donc, et aussi dans les commentaires de la vidéo, ci-dessous cette vidéo, si vous voulez proposer des sociétés américaines que vous avez cherchées, que vous trouvez intéressantes, commentez ci-dessous la vidéo, les lives qui vont rester ici. Comme ça, je vais analyser aussi des sociétés peut-être que vous êtes intéressés et pourquoi pas, elles ne peuvent pas entrer dans les portefeuilles Dollar Master. OK? N'oubliez pas que jusqu'au 21 mars, je vais placer 10 000 $ sur le marché américain et toujours je vais vous envoyer des informations en utilisant les WhatsApp et en utilisant aussi les groupes Telegram. Et si vous êtes abonné à la newsletter de mon email, aussi vous allez recevoir des informations privilégiées. OK? Est-ce que tout le monde ici est dans les groupes WhatsApp? Les liens dans la description de la vidéo et les groupes Telegram aussi où je vous envoie des informations. Ça marche? Parfait, mes amis investisseurs. Écoutez, demain, les sujets, c'est des courtiers. Je vais savoir ici, avant de quitter, qui ici possède déjà des comptes prêts pour investir en direct sur les États-Unis. Tout le monde ici possède déjà un compte DGiro et un compte Trade Republic. Avant les lives d'hier, déjà j'avance une chose. Les courtiers sont comme du supermarché. On va là-bas et on achète un produit qu'on est intéressé. On s'en fout du courtier dès que les frais soient acceptables. Donc, les raisonnements, non, je vais avoir un seul courtier. C'est gratuit pour avoir des comptes sur les courtiers. Vous, si vous êtes intéressé à acheter un produit, il n'y a pas dans un supermarché, vous allez rester sans les produits? Évidemment que non, vous allez dans un autre supermarché. Et avec les courtiers, c'est la même chose. Arrêtez avec cette dispute de tel courtier, c'est mieux que tel courtier, je vais utiliser que celui-là. Non. Si possible, il faut avoir des comptes des 2, 3, 4, 5 courtiers. Et vous allez en fait contrôler vos investissements avec un fichier Excel, avec une plateforme, en notant simplement dans un document. Donc voilà, vous faites les contrôles par vous-même et donc empêchez pas d'acheter une société simplement parce qu'elle est cotée pas dans votre courtier. Vous pouvez avoir plusieurs comptes CTO et ça c'est gratuit. OK? Mes amis investisseurs, je vous remercie pour cette soirée ensemble. Demain, notre sujet, ça va être super intéressant. Donc, on va parler des courtiers et quelle est la meilleure manière d'investir aux États-Unis, okay? Avant qu'on commence à discuter les investissements actifs, passifs, etc. Ça marche? Bonne soirée à tout le monde. Demain, à 20h, on va être ici. N'oubliez pas de poser vos questions, de poser des commentaires et envoyer cette vidéo à vos proches. On se voit à la prochaine.